quelques instants d'introduction. D'abord, vous saluer. Vous êtes très nombreux cet après-midi à vous être connectés à cette première fois qu'on organise une conversation digitale de cette ampleur. Et j'espère surtout que cette conversation vous sera utile. Comme vous le savez peut-être, on a prévu donc régulièrement tous les mardis à 14 heures d'organiser ce type de call. Le deuxième point, c'est qu'on vit une période particulièrement douloureuse, particulièrement complexe, lors de laquelle la solidarité et les échanges sont plus que jamais essentiels. Ainsi, pour faire face à la crise, il nous est apparu important de maintenir les liens qui nous unissent. Important également de nous donner l'occasion de décrypter ensemble les différents dispositifs activables, à la fois pour protéger les salariés et préserver la pérennité des entreprises. C'est évidemment deux enjeux cruciaux. Mais aussi, il y a la responsabilité et l'exemplarité. Vous le savez, hein, dans le contexte actuel, l'action de l'État, la protection sociale, notre système de protection sociale sont fortement sollicités et des appels ont été réalisés, notamment auprès des entreprises, pour qu'elles traduisent en actes leurs valeurs. Et ça va au-delà des entreprises. Je pense que c'est une responsabilité sociale, sociétale, qui est finalement l'affaire de tous, en tout cas l'affaire de toutes les parties prenantes de l'entreprise, et notamment, et on aura l'occasion d'en reparler, des partenaires sociaux. Donc pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir des intervenants particulièrement à même d'échanger sur ces sujets. Donc je voulais saluer la disponibilité d'Antoine Fouché, directeur de cabinet de la ministre du Travail, qui introduira cette call, notamment en présentant de façon succincte les nouveaux dispositifs qui ont fait l'objet d'ordonnances ces derniers jours. Ensuite, on aura un éclairage par Émeric Sorel, qui est avocat associé. T'as pas trouvé il faut vraiment, pour que la call soit agréable, que les uns et les autres, on puisse éteindre nos micros quand on n'a pas la parole. Merci beaucoup. Qui, lui, partagera donc ses retours d'expérience auprès d'un certain nombre d'actions qu'il a pu mettre en œuvre auprès de ses clients. Ensuite, on a Marie Bouny, qui est en charge de la practice performance sociale au sein du cabinet et qui reviendra aussi sur le sujet des différentes mesures, puisqu'on parle beaucoup des ordonnances, mais il y a des mesures plus anciennes. C'est comment on met en œuvre le panachage de l'ensemble de ces mesures. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Jean-Dominique Simon-Poli, le directeur de Dialogue, qui reviendra sur les bonnes pratiques en matière de dialogue social, parce que je pense que dans cette période en particulier, il n'y aura pas d'action concrète sans dialogue social de qualité. Donc, voilà, je sais que notre échange va être bref. Donc, je voudrais passer la parole à Antoine, et en te remerciant d'être parmi nous cet après-midi et en te demandant de démarrer pendant 15 à 20 minutes sur un descriptif sur les nouveaux dispositifs qui ont fait l'objet d'ordonnances ces derniers jours. Merci beaucoup, Antoine. Merci François, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette initiative qui est vraiment une très très belle et bonne initiative dans la période de pouvoir continuer à échanger avec les moyens technologiques et de pouvoir avoir le débat sur la manière dont on essaye d'accompagner au mieux les entreprises, les salariés et puis les demandeurs d'emploi dans la période. Je pense que comme on a une heure devant nous, je pense que la discussion permettra d'approfondir des points en détail avec les questions qu'on ne manquera pas d'avoir. Donc, ce que je vous propose, c'est 15 minutes maximum, 10-15 minutes, vous présenter, essayer de redonner la cohérence globale de l'action du gouvernement et particulièrement du ministère du Travail, son sens et puis du coup ce que ça prépare pour la sortie de crise, plutôt que d'avoir une présentation détaillée point par point sur laquelle, encore une fois, on pourra revenir à l'occasion des questions.
Le point de départ de notre action, c'est clairement de tirer les leçons de 2009. Dans le référentiel historique, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a raison. On est beaucoup plus proche dans l'ampleur d'une crise comme celle de 1929 que celle de 2009, mais il n'empêche que dans le référentiel d'outils et de disponibilité de compétences et d'analyse théorique des choses, c'est 2009 qui nous sert de point de départ. Et en fait, 2009, on s'est comparé à l'Allemagne et on s'est rendu compte que ce qui avait caractérisé la réaction de la France en 2009, c'est que on avait sans doute, notamment par rapport aux Allemands, été insuffisamment réactif et insuffisamment puissant dans la réaction vis-à-vis de la crise. C'est hyper facile de critiquer après. Je pense que dans 10 ans, si on a malheureusement une nouvelle crise, on sera critiqué sur ce qu'on fait là maintenant en 2020. Donc c'est pas, je jette pas la pierre à 2009, mais c'est évidemment avec 10 ans de recul, ça permet de tirer les leçons de l'expérience. Donc 2009, la France fait moins 3% de récession économique, mais elle fait 600 000 chômeurs en plus. Versus l'Allemagne qui fait moins 5-6 en récession économique, donc récession économique plus forte, mais elle fait que 100 000 chômeurs de plus, donc elle protège mieux ses entreprises, ses compétences, ses salariés, et elle repart plus vite. Et donc le point de départ vraiment de notre action, Bercy et Grenelle, sur la réaction à la crise, c'est cette leçon de 2009. Il faut qu'on agisse plus fort, plus vite et partout pour essayer de protéger au maximum les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi, et pour pouvoir repartir plus vite que ce qu'on a fait en 2009, où vous savez, on a été un peu à la traîne par rapport aux autres pays une fois la crise passée. Donc ça se décline sur 3 volets quand on se coordonne, et je pense qu'on arrive assez bien à se coordonner pour l'instant, en tout cas avec Bercy. Ça se décline sur 3 volets: la protection de l'économie et du social dans le pays, le volet entreprise, le volet salarié et puis le volet demandeur d'emploi. Sur le volet entreprise, je vais aller vite, mais vous avez évidemment toutes les mesures que Bercy a mis en œuvre, qui sont bien connues maintenant: le report de charges, voire le dégrèvement dans les cas les plus difficiles, le fonds d'indemnisation pour les indépendants, les remises ou les reports ou les annulations de factures diverses et éventuelles pour les entreprises, la garantie bancaire de 300 milliards pour les entreprises qui auraient des difficultés à honorer leurs échéances bancaires. Donc c'est un arsenal massif qui vise à protéger les entreprises, disons d'un point de vue financier. Mais il y a un autre volet qu'on porte au travail et qui est la protection des entreprises vis-à-vis de leurs compétences. Et encore une fois, la leçon de 2009, c'est que si l'Allemagne protège mieux son emploi et donc du coup repart plus vite parce qu'elle a gardé ses compétences, c'est le chômage partiel. Et on a donc benchmarké notre système avec les Allemands, et on s'est rendu compte que le système allemand, tout simplement, était beaucoup plus protecteur. Et donc on a fait le choix, ça s'est fait en 48 heures, et on a fait le choix, il y a 15 jours maintenant, de basculer sur un système à l'allemande, qui est un système qui est beaucoup plus protecteur pour les entreprises, parce que tout simplement la prise en charge des salaires est beaucoup plus importante. On avait jusqu'à présent un système où on était à un système forfaitaire, à 7,74 € de l'heure, un peu moins pour les entreprises de plus de 250 salariés, complexe, avec des demandes à faire, et puis pas protecteur pour les entreprises dans lesquelles on a des salaires qui sont bien au-delà de 7,74 €, qui correspond à peu près au SMIC étant à 8,03 €. Et donc on a décidé de changer.
Et on a fait ce changement-là il est en place depuis aujourd'hui sur le site de l'ASP. Quand vous faites votre demande aujourd'hui, vous pouvez saisir le taux horaire de façon à être remboursé à l'allemande, entre guillemets. Donc en 15 jours, on a bâti complètement un nouveau système d'activité partielle qui rembourse 100% les entreprises jusqu'à 4,5 SMIC, donc ce qui couvre à peu près 90-95% de la population salariée française. Et qui donc, espérons-le, sera beaucoup plus protecteur des compétences des entreprises et du coup aussi de l'emploi des salariés, et on n'aura pas le plus 2,5 points de chômage qu'on a pris en 2008-2009 avec la crise. On est bien parti pour avoir un dispositif très protecteur. On atteindra très très bientôt les 3 millions de salariés couverts en chômage partiel. Pour mémoire, en 2009, on en avait par mois 200, 300 000, donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. On aura plusieurs centaines de milliers d'entreprises également qui vont être couverts. Pour info, on a près en demande de code. On est très largement au-delà de 500 000 entreprises ou établissements qui ont fait leur demande de code pour pouvoir saisir leur demande d'autorisation. Donc je pense que, en tout cas, il y a le nouveau dispositif répond à un très fort besoin des entreprises et des salariés. Et au vu de la sollicitation du système par les boîtes, je pense que pour l'instant, ça répond à la demande. Il y a évidemment eu des couacs de mise en œuvre, des codes qui n'arrivaient pas, des demandes auxquelles on ne répondait pas. Mais je pense qu'à partir de cette semaine, toutes les choses vont rentrer en ordre pour une raison très simple, c'est que depuis hier, 21h, le système est totalement automatisé. Ça veut dire que depuis hier, 21h, la demande de code, elle est automatique. Donc, on vous répond en 48 heures et c'est automatiquement généré. La demande d'autorisation, elle est acceptée au bout de 48 heures en l'absence de réponse. Et ensuite, on a mis toutes les directs et les services des UD sur un seul objectif cette semaine, qui est d'autoriser l'indemnisation des entreprises de façon à ce que le cash puisse arriver dans les entreprises d'ici une dizaine de jours, dans le maximum d'entreprises, pour que le pontage de trésorerie entre le moment où on a payé les salaires, c'est-à-dire maintenant, et le moment où l'argent du chômage partiel va arriver sur le compte en banque des entreprises, c'est-à-dire entre 5 et 15 jours, disons, soit le plus court possible. Voilà, sur le chômage partiel, donc un système beaucoup plus protecteur, beaucoup plus automatisé. On a eu une petite période de transition. Je pense que cette semaine, on sort de la période de transition et que là, on est vraiment sur une grosse machine industrielle capable de protéger entreprises et salariés de façon ultra rapide, automatique et donc rassurante. Tout ça, ça a un coût, évidemment, mais j'y reviendrai à la fin. Côté entreprise, je termine, 2 autres outils aussi, pas seulement le chômage partiel. On leur a permis aussi de jouer avec sur le levier des congés et des RTT. Donc après un dialogue avec les organisations syndicales et patronales, finalement, on a choisi sur les congés que de ne toucher qu'au délai de prévenance. Et donc, il faudra toujours un accord des organisations, un accord d'entreprise ou de branche pour pouvoir fixer la date d'une semaine de congés payés avec un délai de prévenance très court d'1 jour. Et puis, sur les RTT, en revanche, là, on a décidé, je peux pas dire qu'il y a un accord, mais disons une forme d'acceptation plus ou moins tacite des organisations syndicales, de donner plus de marge aux entreprises, puisque les ordonnances donnent la possibilité cette année, jusqu'à la fin de l'année, aux entreprises d'imposer la prise de RTT et de jours de CET dans la limite de 10 jours cumulés entre les deux, de façon à ce qu'il y ait aussi une forme de responsabilité, de partage de la charge de l'épreuve que traverse le pays avec les entreprises et les salariés, et que tout ne passe pas sur le chômage partiel, et surtout que, pour le dire directement, quand ça va reprendre,
on n'arrive pas avec des entreprises, notamment des grandes entreprises, qui auraient des stocks de RTT, de CET à prendre et qui, au moment où il y aura un effort national à produire pour redresser le pays, on se retrouve avec des stocks de RTT et de CET à apurer. Dernier outil sur les entreprises, le droit du travail, la durée du travail, pardon, où là, par secteur, on a décidé de se donner les moyens au niveau du ministère du Travail d'accorder des dérogations qui portent sur des sujets relatifs à la durée du travail, au temps de repos, que vous connaissez, on pourra y revenir dans les questions, mais qu'on gardera uniquement pour les secteurs les plus sensibles, les plus essentiels à la continuité de la vie économique de la nation, comme on dit. Qu'on n'a pas l'intention de sortir d'un coup d'un seul avec un décret qui viendrait couvrir l'ensemble des secteurs et accorder les dérogations. Mais on a plutôt l'intention d'y aller au cas par cas, en fonction, ici, s'il y a un besoin, là, dans un autre secteur, un problème de continuité, dans un autre, un absentéisme qui est trop fort. Voilà, on fera très, très pragmatique. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'utiliser ces dérogations. Je pense que si, au moins dans ce secteur vraiment clé. Mais en tout cas, on sera très pragmatique là-dessus et ça permettra d'aller droit au but sur la mobilisation des entreprises pour répondre à la continuité économique de la nation. Très rapidement sur les salariés, la protection, elle vient évidemment du chômage partiel, parce que ça évite les licenciements plus qu'aucun autre dispositif, confère l'expérience allemande de 2009, encore une fois. Et donc on a, sur le volet salarié, essayé d'étendre, de couvrir le plus grand nombre possible d'actifs par le système du chômage partiel. Donc on a couvert les assistantes ordonnances de vendredi, de publier, Conseil des ministres de vendredi dernier publié au JO de samedi. On a couvert les assistantes maternelles, on a couvert les employés à domicile, on a explicité la couverture pour les cadres, on a couvert les VRP, on a couvert certaines entreprises du public, notamment RATP et SNCF, dans des conditions à définir par la suite. On a couvert les salariés des entreprises qui n'ont pas d'établissement en France, mais qui payent les cotisations sociales et d'assurance chômage en France, notamment des boîtes comme EasyJet par exemple. Et donc ça permet de couvrir le plus largement possible l'ensemble des entreprises et des salariés, encore une fois, pour protéger les compétences, protéger l'emploi et pouvoir repartir plus rapidement derrière. Dernier volet, très rapidement, les chômeurs. Sur les chômeurs, là aussi, le système, il est simple, c'est le plus possible de protection. Avec la prolongation des droits d'au moins un mois pour tous les demandeurs d'emploi qui étaient en fin de droit au mois de mars, la même chose pour les intermittents, la même chose pour les intérimaires, la même chose pour les saisonniers, de façon à ce que au moins pendant la durée du confinement, personne ne se retrouve sur le côté de la route et tout le monde puisse bénéficier des droits qu'il avait avant le confinement, même si ces droits arrivaient à épuisement. Donc pour terminer cette introduction, peut-être l'enjeu tout de suite et puis l'enjeu de la suite. L'enjeu tout de suite, mais je pense qu'on y viendra dans la discussion, c'est de tenir la contradiction, parce qu'il y a contradiction, en tout cas dans la perception de la population, entre rester chez vous et travailler pour la continuité économique de la nation. Nous, on essaye d'expliquer que c'est le moins contradictoire possible, qu'il y a complémentarité, ce qui est vrai intellectuellement, mais ce qui est compliqué à ressentir du point de vue des gens, je pense qu'on le ressent tous. Donc, on va continuer, et tout notre enjeu, c'est d'essayer d'arriver à expliciter de façon la plus claire, la plus convaincante possible cette contradiction apparente pour que on puisse tenir les deux objectifs, parce que on n'a pas le choix. Il faut tenir les deux objectifs. Il est hors de question de relâcher l'effort dans la crise, dans la lutte contre le Covid. Mais il est évidemment aussi hors de question que la vie économique de la nation s'arrête, parce que sinon, de toute façon, on ne peut plus lutter efficacement contre le Covid si on n'a plus un certain nombre de services qui fonctionnent. Et je pense qu'on a... J'espère. Là, on a perdu.
On n'entend plus. On a perdu Antoine. Antoine, tu nous entends? Bon, Antoine? il arrivait à la fin de son intervention. Ce que je vous propose, c'est d'avoir maintenant le témoignage d'Aymeric Sorel, donc, qui est avocat et partenaire du cabinet Actance, pour qu'il nous fasse un retour d'expérience, des plans d'action qu'il a mis en œuvre pour le compte d'un certain nombre de clients depuis 15 jours. Je pense que c'était intéressant d'avoir un peu son témoignage à chaud. Aymeric, la parole est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Peut-être avant de relayer sur le retour d'expérience, pour saluer, je pense, la grande mobilisation et l'exemplarité des entreprises et de tous leurs acteurs aujourd'hui dans ce contexte difficile. On sait que la période est compliquée et grâce notamment à l'aide des mesures prises par le gouvernement et qu'Antoine vient d'expliciter, je pense qu'il y a une très forte mobilisation et une exemplarité qui doit être soulevée et mise en avant. Si on regarde dans le rétroviseur, comme vous me demandez de le faire sur les 15 derniers jours, on peut peut-être distinguer 4 étapes dans l'appréhension qu'ont eu les entreprises de cette crise sans précédent. Il y a eu une première période qui était une période de crise et d'incertitude et d'incompréhension, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, puisque suite à l'annonce du confinement et des mesures de renforcement et de simplification du recours à l'activité partielle, et qui sont effectivement extrêmement bénéfiques, la première compréhension majoritaire au sein des entreprises a été double. Un, le recours au télétravail partout où cela était possible. Et deux, arrêter les activités pour le restant avec recours à l'activité partielle. Bon nombre d'entreprises ayant compris qu'elles devaient se mettre en situation d'activité partielle parce que ça constituait un moyen de lutter contre le développement de l'épidémie. Et donc, il y a eu peut-être un peu de précipitation d'un certain nombre de groupes ou d'entreprises dans ce contexte compliqué sur des arrêts d'activité quasi immédiats il y a une quinzaine de jours. S'en sont suivis des communications gouvernementales, notamment du ministère de l'économie, demandant aux entreprises, autant que possible, de poursuivre leur activité, avec là une forme de confusion qui a été un peu longue, pour que les entreprises appréhendent le dispositif et la nécessaire conciliation, qui n'est pas toujours facile à expliquer naturellement aux collaborateurs qu'évoquait Antoine tout à l'heure, la conciliation d'une sauvegarde de la santé et de la sécurité des collaborateurs et de la nécessité d'éviter un arrêt de l'activité économique brutale avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer. Ça a conduit à une deuxième période que je qualifierais de période de stabilisation en milieu de semaine dernière, avec des règles du jeu, il me semble maintenant assez claires, qu'on peut dégager. Et si on veut essayer de les cartographier par activité, par entreprise, on peut peut-être distinguer 4 grands types de situations. D'abord, les entreprises qui sont soumises à une décision gouvernementale d'arrêt d'activité et elles, par définition, qui ont recours au dispositif d'activité partielle. Le deuxième bloc d'entreprises, c'est celles qui sont indispensables au bon fonctionnement du pays. Je pense à la production et à la distribution alimentaire, qui sont mis en situation, dans un contexte compliqué, d'assurer la poursuite de leurs activités. Le troisième type d'entreprise, c'est les entreprises j'allais dire plus classiques, industrielles, retail, logistiques, où là, maintenant, je pense que la donne est relativement claire. C'est un principe de poursuite de l'activité dès lors que cela est possible, avec naturellement la mise en place de tous les dispositifs nécessaires et possibles pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs, en prenant appui notamment sur les guides de bonne pratique qui sont publiés par le gouvernement. Et puis, le recours à l'activité partielle, si et seulement si il y a une baisse significative ou un arrêt de l'activité qui peut être démontré par ces sociétés. Et puis la dernière typologie peut-être d'entreprise, c'est les entreprises que je qualifierais
prestations de conseil ou de prestations intellectuelles qui, elles, ont, pour beaucoup d'entre elles, eu la capacité à avoir recours quasi immédiatement, dès le début du confinement, à une mise en situation de télétravail compte tenu des populations de collaborateurs concernés, qui ont donc pu limiter l'impact de la crise sur leurs activités, mais qui commencent maintenant à en ressentir les effets. Ça a été la période d'assimilation. Je pense qu'on est maintenant dans une période d'implémentation pour les entreprises, notamment qui poursuivent leurs activités, avec 3 enjeux principaux, je pense, des enjeux sociaux, puisque les sociétés sont confrontées à un challenge difficile, notamment celles qui n'ont pas recours totalement à l'activité partielle. Et ce challenge, c'est de savoir concilier la protection de la santé et de la sécurité des salariés et la poursuite de l'activité qu'évoquait Antoine tout à l'heure. Et là, il y a effectivement beaucoup de travail d'explication, de concertation, de dialogue social, on y reviendra tout à l'heure, à avoir avec les représentants du personnel pour permettre l'atteinte de cet objectif. On sent que ce message commence à être assimilé, puisqu'on avait la semaine dernière encore de très nombreuses entreprises qui étaient confrontées à des situations de clivage social fort sur leur site, avec certaines organisations syndicales qui exerçaient des droits d'alerte, demandaient aux collaborateurs d'exercer des droits de retrait en demandant immédiatement la mise en place de l'activité partielle. Et on constate, même s'il reste quelques poches, que ces situations commencent à diminuer et qu'il y a plutôt maintenant un travail conjoint des acteurs, là où l'activité peut être poursuivie, sur la mise en place de mesures de prévention renforcées pour permettre la poursuite de l'activité. Des enjeux sociaux d'abord, des enjeux de contraintes matérielles, puisque les entreprises qui sont parvenues aujourd'hui à maintenir leur activité sont confrontées maintenant, pour bon nombre d'entre elles, à des difficultés de livraison de matières premières ou de produits et à un très fort taux d'absentéisme qui rend complexe la poursuite de leur activité. Et puis des enjeux qu'on oublie un peu, mais qui sont importants dans la vie de l'entreprise quotidienne, techniques et opérationnels, puisque la période actuelle, avec la mise en place de ces dispositifs d'activité partielle, pose de nombreuses questions techniques, juridiques sur la manière d'aborder, d'appréhender ces situations, et ça mobilise fortement aujourd'hui les différents acteurs. Mais on constate dans cette période d'implémentation que les entreprises se sont bien accaparées les différents dispositifs. On a de nombreux accords qui sont signés en ce moment, comme le rappelait Antoine, sur la prise anticipée de congés payés, qui intègre également, même si ce n'est pas obligatoire, les modalités de prise de RTT, même des accords un peu plus innovants sur des révisions des accords NAO qui ont été mis en place pour lisser les rémunérations sur des systèmes de rémunération collective et en supprimant les parts de rémunération individuelle, des travaux qui sont faits sur les limitations de la rémunération des cadres dirigeants, bref, autant de mesures qui participent, si je puis dire, à l'effort national et qui font que les entreprises font tout pour limiter le recours à l'activité partielle. Et ça me paraît important. Et là, je profite d'ailleurs de la présence d'Antoine pour faire une petite suggestion. C'est qu'on voit, et on a vu cette semaine, des groupes solides financièrement indiquer qu'ils n'auraient pas recours, en tout cas pendant ces premières semaines, à l'activité partielle. Peut-être que pour aider ces entreprises ou ces groupes qui ont cette capacité financière à ne pas avoir, en tout cas pour l'instant, recours à l'activité partielle, on pourrait envisager de leur permettre le recours à l'activité partielle en ce sens qu'elles en fassent la demande et que les salariés bénéficient de l'indemnisation avec le traitement qui permettrait, là où elles ont des arrêts d'activité, que les salariés soient dans le dispositif d'activité partielle sans pour autant qu'elles sollicitent le versement des allocations, ce qui permettrait de limiter l'impact pour les entreprises sur les rémunérations et par ricochet l'impact sur les comptes publics. Donc je pense que c'est une idée qui devrait être creusée. Et puis pour terminer, on est au tout début, je pense, d'une nouvelle période et heureusement plus positive, qui est la réflexion sur les entreprises sur les enjeux de la poursuite et de la reprise d'activité, avec une nécessité évidente et pas facile dans le contexte actuel, et je laisserai les prochains intervenants revenir sur ce sujet, sur le maintien du dialogue social et l'exigence de renforcement
du maintien du dialogue social. On travaille beaucoup en ce moment sur tous les dispositifs d'organisation de réunions de CSE, d'organisation même de réunions de négociation par visioconférence, et avec tous les dispositifs alternatifs au dialogue social classique qu'on pouvait voir aujourd'hui, où on voit évoluer un dialogue social que je qualifierais de plus informel, et on reviendra tout à l'heure, je pense, sur les bonnes pratiques. Voilà un peu l'état des lieux que je pouvais vous faire, François, rapidement de la situation de ces 15 derniers jours et de tous les échanges quotidiens que nous avons avec nos clients. Merci beaucoup, Aymeric, pour ce retour d'expérience. Marie, donc Marie Bougny, qui dirige la practice performance sociale au sein du cabinet. Peut-être un mot, Marie, sur les sollicitations d'entreprises qui consistent à vraiment leur proposer un panachage de mesures, à la fois les mesures nouvelles dont Antoine a parlé en introduction, et puis les mesures qui avaient déjà été, qui existent, qui sont à la disposition de l'entreprise. Donc peut-être un mot là-dessus avant de passer la parole à Jean-Dominique sur le dialogue social dans la période actuelle. Oui. Bonjour à tous. Alors effectivement, enfin, là, pour reprendre un petit peu la continuité de cette table ronde, un des premiers enjeux, c'est de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, mais concomitamment, les directions doivent affronter d'autres urgences, notamment organiser l'activité et assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cela, effectivement, il y a énormément de questions, de demandes autour de l'activité partielle, qui est un dispositif essentiel aujourd'hui face aux difficultés conjoncturelles. Mais il y a d'autres dispositifs qui peuvent être actionnés par les entreprises, qui peuvent voir qui le doivent, car c'est la préservation de notre système français de protection sociale qui peut être en jeu in fine. Alors, peut-être juste quelques mots pour revenir sur des éléments qui ont déjà été apportés en matière d'activité partielle. Je partage complètement, c'est un système qui a fait ses preuves, et notamment, comme l'a rappelé Antoine Fouché, ses preuves en Allemagne lors de la crise de 2008, la gestion de la crise de 2008. Et effectivement, on a vraiment vu que le gouvernement a mis le paquet pour inciter les entreprises à recourir au chômage partiel et éviter des licenciements massifs et immédiats dans la période actuelle. Le dispositif, je ne vais pas forcément revenir sur toutes ces dispositions, mais a clairement été révisé pour être plus agile via des réductions de délais d'acceptation implicite par l'administration du travail, de dérogation au caractère préalable de l'autorisation du comité économique et de la consultation du comité social et économique, et également plus protecteur, on l'a vu dans la modification des règles d'indemnisation et des montants qui peuvent être versés. Et aujourd'hui, effectivement, enfin hier plutôt, puisque j'ai les chiffres d'hier et ça évolue très vite, c'était 220 000 entreprises qui avaient demandé l'activité partielle pour 2,2 millions de salariés. Bien évidemment, c'est beaucoup plus qui vont être concernés demain, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le rôle d'amortisseur pour empêcher une explosion du chômage semble fonctionner. On peut, à cet égard, comparer, même si la taille du territoire n'a rien à voir, mais comparer ces données aux chiffres du chômage de 2009 et également le mettre en perspective avec les premiers chômeurs en une semaine aux États-Unis. C'est un point qui est essentiel, c'est que ce dispositif a un coût certain. Hier, l'OFCE a rendu une analyse des impacts du confinement et du recours à l'activité partielle. Ça pourrait concerner potentiellement 5,7 millions d'emplois, 21% de l'emploi salarié, ce qui est énorme. Et dès lors, le coût total du dispositif pourrait avoisiner les 20 milliards d'euros par mois. On est donc clairement au-dessus des 8,5 milliards qui ont été provisionnés jusque-là. Et c'est aussi, et ça a été rappelé dans ce contexte, qu'un appel a été lancé aux entreprises pour celles qui le peuvent, en tout cas, qu'elles puissent continuer à participer au financement de la solidarité nationale. Danone, Nestlé, Chanel et d'autres se sont inscrits dans cette logique. Mais toutes ne peuvent pas le faire. Et là, c'est vraiment le deuxième point. Toutes ne peuvent pas renoncer à l'activité partielle. En revanche, il y a d'autres leviers qui peuvent être activés.
Et à cet égard, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui un peu les yeux braqués sur les différents compteurs, puisque suite aux évolutions réglementaires, un certain nombre de dispositifs peuvent être actionnés. Notamment, ça a été évoqué, pour les congés payés, via un accord collectif, l'employeur peut imposer 6 jours de CP. Et même sans accord collectif, dans la limite de 10 jours, l'employeur peut imposer la prise de RTT, de JRTT, et également de journées de repos acquises dans le cadre des forfaits ou de jours déposés sur le compte épargne-temps. Là, pour moi, c'est vraiment un point qui est très important et j'aimerais beaucoup insister sur le compte épargne-temps parce que, dans le cadre de ce qu'on observe dans les entreprises dans lesquelles on intervient souvent dans des problématiques d'organisation du travail et on constate que souvent, les possibilités offertes par les CET sont méconnues ou insuffisamment mobilisées. S'agissant du déblocage des jours de CET, ça avait été fait en dehors du cadre légal qui a aujourd'hui été prévu par le législateur. Ça avait déjà été fait pour amortir un peu la crise de 2008 dans certaines entreprises. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce déblocage peut prendre 2 formes. Donc certes, un déblocage en temps pour compenser les creux d'activité, ça irait dans les fameux 10 jours, mais on peut envisager aller au-delà via les négociations collectives, ou un déblocage en argent également, pour compenser la perte de revenus suite à une activité partielle qui ne serait pas totalement indemnisée. Je pense notamment aux primes qui ne sont pas toutes indemnisées dans le cadre de l'activité partielle. Au passage, pourquoi j'insiste sur les CET, c'est que ces déblocages ne devraient pas émouvoir outre mesure les services financiers de l'entreprise, car au regard des provisions qui sont réalisées et des évolutions sur les CET, c'est quand même un outil qui peut être assez robuste et qu'il conviendrait de mobiliser actuellement pour les entreprises qui le peuvent. Outre l'utilisation de ces dispositifs dont les marges de manœuvre ont été offertes via les évolutions législatives dernièrement, on a toujours la modulation. On a toujours la possibilité de réviser les plannings et on a un autre dispositif dont on a moins parlé qui est le système de récupération des heures perdues qui pourrait être mis en place dans les entreprises. Enfin, il y a également toute la problématique de la formation, où, notamment dans l'objectif de maintenir les compétences ou d'en acquérir de nouvelles pour les salariés et les entreprises, il y a un champ énorme à investir. Simplement un point, il y a beaucoup de dispositifs. Maintenant, c'est comment on les articule. Et pour cela, il faut de l'ingénierie sociale, certes, mais il faut aussi beaucoup de pédagogie. Et il faut identifier des principes directeurs qui seront propres à chaque entreprise. Donc, des principes directeurs, concrètement, on peut facilement en envisager 4, à savoir qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale est l'affaire de tous. C'est les entreprises, c'est les partenaires sociaux, mais c'est également les salariés qui ont des moyens d'agir pour préserver leur emploi, préserver les emplois pour demain. Il y a un autre sujet qui va monter, qui est déjà en train de monter et qui va nécessiter une attention particulière, c'est la recherche d'équité. En effet, la question se pose de savoir comment traiter équitablement des salariés qui continuent à travailler en présentiel, avec les risques que cela peut comporter. Donc, on parle de la prime de continuation d'activité, mais il y a d'autres dimensions à prendre en compte, avec la situation de salariés en télétravail, voire la situation de salariés en activité partielle qui ont un maintien d'activité assez fort. Donc, cette dimension doit faire l'objet d'une attention particulière pour la définition du système à mettre en œuvre. En outre, ce qu'on voit aussi dans les accords, Aymeric en évoquait un certain nombre, c'est une volonté d'envisager la question de la rémunération à différents niveaux, avec différents objectifs, que ce soit de compétitivité ou des objectifs de maintien, de partage de la valeur ajoutée ou de maintien d'un niveau de rémunération pour les salariés les moins bien payés notamment. Enfin, dernier principe directeur qui nous semble très important, c'est concrètement ce qu'on va faire aujourd'hui doit être cohérent et doit être adapté aux fonctions de demain.
Donc, à cet égard, petite note positive quand même, l'OFCE, dans les prévisions qu'ils ont sorties hier, envisage qu'une sortie de confinement pourrait, avec un rebond d'activité potentiellement important, donc ça, ce serait une très bonne nouvelle. Mais il va falloir donc envisager, si notamment on utilise de la modulation, concrètement les heures ou les jours qu'on ne travaille pas aujourd'hui, ce sera des jours qui devront être travaillés demain. Reste que tout ce plan d'action, et là Jean-Dominique va nous en parler, nécessite d'associer les différentes parties prenantes et spécialement les partenaires sociaux. Sur ces dimensions, l'employeur peut faire des choses seul, mais avec la négociation collective, les marges de manœuvre sont plus importantes. Qui plus est, il ne faut pas perdre de vue que pour renouer avec la croissance, les entreprises auront besoin de leurs partenaires sociaux demain. Et enfin, pour conclure, j'aimerais dire un mot d'un domaine qui n'a que trop tardé à intégrer le champ de la négociation collective. En effet, la crise sanitaire et économique que nous vivons aujourd'hui est résultante d'une crise écologique d'ampleur. Et je crois sincèrement que nous avons beaucoup retardé la question de l'ouverture des négociations vertes sur les questions écologiques. Et que les sujets de négociation de demain, donc suite à la crise, vont être très durs, très compliqués, très certainement sur de nombreuses dimensions, que ce soit des réorganisations, des restructurations, des recherches de compétitivité, mais qu'il ne faut pas mettre de côté pour autant une négociation qui aurait pour ambition de revenir, d'accompagner, d'améliorer notre empreinte énergétique et écologique en la matière. Merci Marie pour cette note verte qui nous change un peu. Peut-être Jean-Dominique, j'écoutais Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, ce matin au 4 vérités de France 2 et il disait, je le cite, « On ne peut pas passer cette épreuve contre les salariés, il faut du dialogue social ». Est-ce que, compte tenu des différentes crises sociales qu'on a vécues ces derniers mois, est-ce que ce qu'on est en train de vivre ici, dont on se serait bien passé, ce n'est pas un moment, une opportunité pour renouer avec le dialogue social si important dans ce pays? Bien, bonjour à vous tous. Tout d'abord, je voulais remercier aussi Antoine pour la qualité de ses propos et féliciter le gouvernement dans son ensemble pour la réactivité qui a été la sienne dans des moments qui sont des moments extrêmement douloureux pour notre pays et pour l'ensemble de ses habitants. Alors, pour répondre à la question de François, moi, j'aurais tendance à dire qu'on voit aujourd'hui dans essentiellement les grandes entreprises, celles avec lesquelles nous travaillons, deux situations qui sont divergentes d'un certain point de vue. On a dans certains nombres d'entreprises le sentiment avéré par les directions en particulier que les partenaires sociaux, les syndicats ont pris un peu la mesure des problèmes auxquels ils étaient confrontés et auxquels la société et l'entreprise sont confrontées. Il y a un esprit de responsabilité assez important qui existe, avec le souci, bien évidemment, Marie l'évoquait, mais le souci de veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des salariés, c'est peut-être même le souci essentiel. Et donc, on a beaucoup de CSE qui se réunissent de manière informelle, on fait beaucoup de télétravail, on fait beaucoup de conférences numériques, etc. Donc, on voit qu'on trouve finalement, on trouve les moyens de se réunir, de se concerter et éventuellement de négocier. Donc ça, c'est une partie de la réalité que l'on voit. L'autre partie, c'est une situation plus compliquée, à savoir des entreprises qui font les efforts qu'on leur demande, que le gouvernement leur demande en particulier, mais avec des organisations syndicales qui sont extrêmement réticentes à s'engager dans des processus de négociation. Et en particulier, on retrouve là les clivages qu'on a pu voir au moment du conflit sur les retraites ou même plus en avant, les clivages un peu traditionnels du mouvement syndical, avec d'un côté des syndicats qui sont ouverts à la négociation et puis d'autres des syndicats qui sont plutôt fermés. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut quand même noter la réaction qui a pu être assez vive et qui est compréhensible de tous ceux qui n'ont pas bien compris pourquoi la CGT appelait dans la fonction publique à des arrêts de travail ou à la grève dans le courant du mois d'avril. Là, on est vraiment tous surpris par la manière dont les choses se sont engagées. Donc, on a ces deux phénomènes.
d'un côté ceux qui sont prêts à jouer l'esprit de responsabilité et de l'autre côté ceux qui s'y opposent. Troisième chose, moi je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que la situation a pu montrer qu'on était en capacité de négocier et de se concerter. Et donc, on peut arriver, alors ça va poser des problèmes à l'avenir, parce que si tout le monde considère qu'il est possible de travailler en télétravail en particulier, ça suscite d'autres types de questions. Mais je pense qu'un des enjeux, ça va être la capacité de négociation dans les petites entreprises maintenant et dans les ETI. Ce qui veut dire que peut-être que du côté des pouvoirs publics, du gouvernement, Jean-Dominique, on t'a perdu. vous m'avez retrouvé là, ça y est? C'est parfait. Oui, je disais, la capacité que peuvent avoir les petites entreprises et les ETI à négocier avec leur CSE et au sein de leur CSE. Moi, je serais pour que de ce point de vue-là, on utilise ce moment que l'on traverse pour se poser la question de cette capacité que l'on a, qu'on peut avoir, de donner ce pouvoir de négociation au CSE. Alors, commençant par les petites entreprises et les ETI, là où il n'y a pas de syndicat, mais en tout cas, ça serait bien parce qu'il y a une capacité de négociation qui est extrêmement importante et qu'il faut mobiliser aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que peut-être que voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin que ce qui a été engagé, mais ce qui était une première étape, peut-être réfléchir à la seconde étape de ce point de vue-là. Et enfin, pour aller vite, moi, dans les préoccupations que je vois arriver de par les entretiens que j'ai avec les entreprises, c'est d'une part la façon dont on va traiter à la sortie de la crise les situations diverses que Marie a évoquées. Ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont obligés, contraints de venir sur leur lieu de travail, et ceux qui sont, parce que ça existe aussi, il ne faut pas se le cacher, en télétravail, mais qui ne travaillent pas. Parce que je pense en particulier à ceux qui sont dans des grandes entreprises, qui sont dans des boutiques, des choses comme ça, qui n'ont pas d'activité professionnelle, qu'on ne peut pas utiliser, donc ils sont chez eux sans pouvoir travailler. Pour le moment, ces trois catégories sont traitées à peu près de la même façon. Quand on va sortir de cette crise, il va falloir veiller à ce qu'on puisse récompenser ceux qui ont fait des efforts particuliers. Et je pense de ce point de vue-là, il y a besoin d'avoir une réflexion avec les partenaires sociaux sur la façon dont on va encourager ce type de négociation et qu'elles pourront se développer. Alors là aussi, on va retomber dans les clivages que j'ai évoqués entre ceux qui sont prêts à engager ce type de réflexion et ceux qui n'y sont pas prêts. Mais en tout cas, la question du dialogue social, ça va devenir, c'est aujourd'hui une question essentielle pour traiter des préoccupations du moment, mais ça va devenir un sujet d'autant plus important que la sortie de crise risque d'être assez douloureuse également, en termes d'emploi, en termes d'organisation du travail. Enfin, on voit que cette période où on met beaucoup de gens en télétravail, il y a des entreprises qui se posent la question de savoir si on va pas pouvoir continuer comme ça et dans quelles conditions. Et donc, la question des lieux de travail va être une question importante. La question du lien au travail va être aussi une question importante. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série d'autres questions qui vont apparaître et sur lesquelles la question du dialogue social va devenir tout à fait essentielle. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Sophie, tu as regardé les questions. Il nous reste 7 minutes. Et donc, l'idée, c'était de prendre 3-4 questions et de permettre à Aymeric, à Marie et à Jean-Dominique de pouvoir y répondre. Je ne suis pas sûr qu'Antoine nous ait rejoint à nouveau. Sophie, c'est à toi. Tu branches ton micro. Excusez-moi. Donc, on a quelques questions. Une première question sur les salariés en télétravail. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes, s'ils sont en sous-activité, éligibles au chômage partiel? Je vais prendre quelques questions et puis vous piocherez dans ces questions-là. Donc, le droit social à vocation environnementale est un outil directement mobilisable pour préparer le jour d'après et concourir à la protection de l'environnement par des choix RH. On a ici quelque chose sur Marie, c'était pour toi la question. Pouvez-vous préciser vos propos sur le champ qui s'ouvre pour la formation professionnelle? Il y avait une question aussi sur le site ASP et les codes d'habilitation. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Peut-être que si Antoine Fouché est encore là, il aura les éléments. Mais question sur la tenue des NAO. Une prorogation. Peut-être sur le télétravail, parce que c'est une question dessus, parce qu'elle est très prégnante, cette question de savoir si les salariés qui peuvent exercer une activité, qui exercent en télétravail, peuvent être éligibles à l'activité partielle. On a eu des communications, il faut le dire, qui peuvent paraître assez divergentes
ou à minima ambigu sur ce sujet-là. Moi, ma réponse à cette question est oui, c'est-à-dire que l'activité partielle, son objet est de permettre aux entreprises d'y avoir recours lorsqu'elles sont confrontées à une baisse significative d'activité ou un arrêt d'activité. Donc, le salarié qui est en situation de télétravail, mais qui, de facto, pour des raisons qui ne relèvent pas d'une décision de l'entreprise, mais imposées par le contexte externe, qui fait qu'il n'y a plus d'activité ou une sous-activité forte pour ces salariés, je ne vois pas à quel titre on pourrait considérer qu'il ne serait pas éligible à l'activité partielle, puisque travailler chez soi, oui, être chez soi et ne rien avoir à faire, je ne vois pas en quoi ce serait une réponse à la situation à laquelle on est confronté. Après, ça pose une vraie question de gestion pour les entreprises, parce que on l'a vu et entendu, il a été souvent dit à juste titre, notamment par le ministère du Travail, que les abus seraient fortement sanctionnés. La crainte étant que certaines entreprises aient recours à l'activité partielle tout en maintenant finalement une activité chez leurs collaborateurs. Et donc la difficulté, ça va être la traçabilité, notamment quand je ne suis pas sur un arrêt total d'activité, mais que je suis sur une réduction d'activité. Il y a toute une ingénierie à mettre en place pour sécuriser le bon suivi et le bon respect de l'activité partielle à laquelle seraient assujettis les salariés en télétravail. Mais pour répondre à la question initiale, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre télétravail et activité partielle. Très bien, merci beaucoup. Aussi avec le point de, justement dans les questions-réponses, il y a vraiment une mention particulière qui est faite sur les sanctions en cas de fraude. Oui. Donc attention aux abus en la matière, c'est-à-dire que quand on est en activité partielle, on n'est pas en revanche en télétravail. Donc ça, ça pourrait entraîner des sanctions relativement importantes en la matière. Mais je partage complètement l'analyse d'Aymeric, le télétravail n'exclut pas l'activité partielle. Mais l'activité partielle exclut le télétravail. Peut-être un mot pour le point du droit social à vocation environnementale ou des négociations vertes. Il y a un enjeu qui est quand même fondamental tant dans les politiques RH que dans le dialogue social, et notamment, il ne me semblerait pas choquant que la question des négociations écologiques devienne un des nouveaux sujets obligatoires de négociation collective dans les prochaines années au regard des enjeux qui sont existants. On a de nouvelles questions. Notamment... Je crois que je ne vais pas avoir le temps de répondre parce qu'on finit à 15h. Ah. Voilà. Nous avons 2 minutes. Une dernière question, une dernière réponse, 2 minutes. Les RTT ne sont actuellement pas tous acquis, loin de là. Peuvent-ils être pour autant positionnés? Les RTT 2020. L'ordonnance est claire en la matière. On parle bien de jours de RTT acquis. Donc, il y a 2 typologies de situations. Il y a les salariés en heure avec une acquisition au moins le mois des JRTT. Et là, dès lors qu'ils ne sont pas acquis, à mon sens, l'interprétation des textes doit conduire à ne pas pouvoir les imposer. Il y a la situation des forfaits jours où là, la donne est différente, puisqu'on est par définition sur un temps de travail sur l'année. Et là, il y a bien un renvoi au 31/12/2020. Donc, on doit pouvoir imposer ces jours qui ne sont pas des RTT au sens strict, mais des jours de repos. Et puis, il y a certaines entreprises où on est dans une zone peut-être un peu grise, où il n'y a pas le système d'acquisition, mais c'est des forfaits annuels finalement de JRTT, y compris pour les salariés en heure, où là, en tout cas à mon sens, si on le sécurise par un accord, on doit pouvoir être en capacité de les imposer. Très bien, merci pour vos interventions. Merci Antoine de s'être rendu disponible. Donc, 2 ou 3 éléments en conclusion. Le premier, c'est que cet échange a été enregistré et donc vous sera retransmis. Le second point, c'est qu'on organise de façon maintenant hebdomadaire donc un échange qui sera le mardi à 14h sous un format conversation digitale via Zoom. Et la prochaine conversation sera sur le thème des entreprises dites essentielles, dites vitales, avec, et je pose la question à Antoine, qui peut-être ça sera son mot de conclusion,
On voit bien qu'il y a des entreprises qui sont essentielles, il y en a d'autres qui sont importantes pour la vie économique du pays. Hein. Tu l'as mentionné tout à l'heure dans ton propos liminaire sur le fait de ne pas recommencer finalement le scénario 2009 et de maintenir un niveau économique et de permettre surtout de rebondir. On voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont extrêmement importantes en termes d'impact sur l'économie, mais qui ne sont pas essentielles. Quelle est la position du gouvernement? J'imagine que c'est favoriser le retour au travail dans des conditions de sécurité et sanitaire le plus important possible. Alors Antoine nous a peut-être quitté cette fois-ci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aura des témoignages d'entreprises et puis on réinvitera nos différents intervenants et je pourrai poser la question en live à Antoine Fouché et j'espère que j'aurai une réponse. Je vous souhaite merci de votre confiance. Surtout, prenez soin de vous et puis à très bientôt et j'espère surtout que cet échange vous a été utile. Bonne semaine et à bientôt.